Bien, donc dans Google, vous allez chercher une image, je vais vous indiquer laquelle, mais vous tapez ceci, pleine et entre guillemets public domaine. Alors on va utiliser cette image-là que vous devez certainement voir sur votre page, peut-être pas au même endroit que moi, mais en tout cas vous devriez la voir et donc je vais aller regarder un peu ça. Clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je vais afficher l'image, elle est visiblement extrêmement petite. Voyons un peu si par hasard elle ne se trouverait pas en meilleure définition sur Google. Donc c'est-à-dire que je vais revenir en arrière ici après avoir demandé d'afficher l'image et je vais faire une petite recherche par image ici dans Google. Recherche par image, afficher toutes les tailles. Voilà, donc elle est disponible en 2500 pixels sur 1600. Donc moralité de l'histoire, si vous voyez dans les résultats Google une image qui vous plaît, la fonction qu'on a utilisée tout à l'heure, recherche par image, qu'on a utilisée parce que ça nous amenait vers un site web qui nous ennuyait, peut également être utilisée pour vérifier que cette image-là ne serait pas en meilleure définition quelque part sur un autre site dans Google. Et là, visiblement, ça marche, parce que je suis passé quand même d'une image que j'avais trouvée qui faisait 425 pixels sur 257. Finalement, je me retrouve avec une image de 2658 sur 1614, à supposer qu'elle est disponible sans problème. Voilà, oui, sans problème, elle est disponible en haute qualité. Est-ce que ça va, vous voyez? Vous voulez que je répète? Oui, je vais répéter quand même. Donc, après avoir tapé ici « pleine » et entre guillemets « public domaine », j'ai fait un clic droit sur cette image-ci qui me convenait pour mon travail. Ensuite, je vais dans l'onglet ici et je demande « afficher l'image ». Et là, en effet, je me dis, tiens, c'est quand même dommage, est-ce qu'elle ne serait pas en meilleure qualité quelque part ailleurs sur Google, cette image qui est du domaine public et que j'ai le droit d'utiliser à des fins commerciales? Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Eh bien, donc, c'est là que je vais revenir en arrière ici, voilà. Et dans cette partie-là de Google, je demande « recherche par image ». Et donc, Google me recherche toutes les images identiques sur le web. Je clique sur toutes les tailles. Et là, je vois qu'en effet, elle est en beaucoup plus précis. Je fais un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je vais sur le nouvel onglet, je demande d'afficher l'image. Et voilà, je peux la télécharger dans mon dossier d'aujourd'hui. OK. Et je vais créer un document Illustrator et je vais travailler dedans. Bien, donc dans Illustrator, je vais créer un nouveau document. Alors, ce serait peut-être bien ici de faire un document orientation horizontale, donc format A4 orientation horizontale. Voilà. Et, ah oui, tiens, au fait, j'ai encore créé un document CMJN. J'y reviendrai plus tard à ça. Je vais importer l'image qui vient du web, là, fichier importé. Voilà. Là voilà, importer, je clique, c'est vrai que j'annule, dans cette version-ci de Illustrator, je pourrais redimensionner l'image directement comme ça, à la manière de Illustrator, à la manière de InDesign. Dans Illustrator, je pourrais, la version que j'ai ici, CC 2014, je pourrais faire un clic et glisser comme ça et redimensionner directement l'image à la dimension que je veux, comme dans InDesign. Mais je suppose que chez vous, vous n'arrivez pas à le faire. Quand vous importez l'image, si vous faites un clic et glisser, ça ne marche pas. Si? Non, hein? Donc, vous obtenez la même chose que ce que j'obtiens ici en faisant un cliquer, c'est-à-dire que l'image déborde énormément en dehors des limites de la page. OK. Donc, je vais ici la redimensionner pour qu'elle tienne sur la page, ou alors, je pourrais aussi redimensionner le plan de travail. On va faire les deux. On va redimensionner l'image et donc pour ça, il faut prendre l'outil de transformation manuelle et on prend une poignée du coin et avec la touche majuscule enfoncée, je réduis. Évidemment, j'ai zoomé en arrière pour voir toute image pour arriver à faire ça. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule et voilà, elle est redimensionnée sur son plan de travail. Donc j'ai un plan de travail format A4 et j'ai redimensionné l'image. Donc ça, c'est une solution, redimensionner l'image. Maintenant, je peux aussi redimensionner le plan de travail. Et pour voir ça, vous allez faire un nouveau document.
Oui, donc pour répondre à ta question, en effet, nous avons la palette transformation, menu fenêtre transformation, et par là, on peut donner une nouvelle dimension à l'objet sélectionné, en fait. Hein. On peut indiquer les dimensions directement si on veut. Non, mais je voulais dire l'adapter directement à la... L'adapter directement, pas à ma connaissance. Je ne suis jamais catégorique, mais pas à ma connaissance. Il n'est pas possible de faire en sorte qu'elle s'adapte automatiquement à la page A4, mais si quelqu'un trouve, je suis preneur. Alors, j'allais dire que je vais faire un nouveau document. Voilà, fichier nouveau document. Et je vais importer cette image à nouveau. Voilà. Et en supposant que je ne suis pas dans la version de Illustrator qui permet de redimensionner directement l'image comme je veux à l'importation, je clique. Et juste pour vérifier si vous savez comment on modifie, après l'avoir fait, comment est-ce qu'on modifie la dimension du plan de travail. Donc la dimension du plan de travail se modifie avec l'outil plan de travail qui est ici. Vous pouvez activer l'outil plan de travail et alors vous voyez que ma page A4 horizontale est entourée de poignées et je peux prendre les poignées et dire que non, je travaille finalement sur une page beaucoup plus grande. Voilà. Voilà. Donc c'est l'outil plan de travail. Ok. Alors ceci dit, petite astuce, hein, dans Illustrator, il vaut mieux travailler sur des plans de travail qui ont des dimensions standards, style A4. Parce qu'il y a beaucoup d'outils, notamment les symboles, qui sont optimisés, ici les formes de brosse sont optimisées pour un format normal. C'est-à-dire si je travaille sur un format beaucoup trop petit ou beaucoup trop grand, je vais avoir des petits problèmes avec des outils Illustrator. Donc ce qu'on a fait ici n'est pas l'idéal. Mais ça marche, techniquement ça fonctionne. Et mon image n'est pas de moins bonne qualité parce que je l'ai réduite. Elle est toujours composée dans le premier document ici, dans lequel je l'ai réduite pour tenir sur une page A4 horizontale. Elle est toujours d'aussi bonne qualité que dans l'autre document où c'est le plan de travail que j'ai agrandi. On est d'accord, hein, parce que l'image, c'est un tout. Dans Illustrator, elle est constituée d'un certain nombre de mégapixels et le fait de la diminuer, de la réduire avec l'outil de transformation, c'est pas comme dans Photoshop, on ne perd pas de qualité. L'image reste avec son même nombre de pixels. Ok, est-ce que vous avez une idée pourquoi est-ce que cette image est si grande quand je l'amène dans Illustrator? Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi ça vient d'où? La résolution? Non, c'est pas la résolution. En fait, il y a 3 paramètres de taille dans les images numériques. Il y a la dimension en pixels, il y a la dimension en centimètres et la résolution. Ce sont 3 paramètres qui définissent les dimensions d'une image numérique. Les dimensions en pixels, les dimensions en centimètres et la résolution. Alors, à ce propos, je vais vous montrer, pour ceux que ça intéresse, une chaîne YouTube qui est super intéressante si vous avez des lacunes en image numérique. C'est pas ça. Tiens, ça c'est marrant. Évidemment, avec cette résolution d'écran, pour arriver à m'y retrouver, ce n'est point évident. Je ne suis pas dans mon environnement habituel. Ok. Voilà. Donc ceci est une chaîne YouTube créée par des Québécois. Vous pouvez noter le nom, Idico TV. Et c'est super intéressant parce que ça donne les bases des images numériques. Notamment, ça vous explique ce qu'est la profondeur de l'image. C'est-à-dire le nombre de pixels, le nombre de bits par pixel. Hein. Profondeur de l'image, voilà. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est les notions de dimension d'image. Distinguer la taille, la définition et la résolution. Distinguer la taille, la définition et la résolution. C'est bien ce que je vous disais. Une image est définie par 3 choses.
Sa définition, c'est le nombre de pixels qui composent l'image. La résolution, c'est le nombre de pixels qui est utilisé sur une distance d'1 pouce quand on imprime. Et la taille, c'est la dimension en centimètres. Alors ce que je vous propose, parce que c'est quand même important de comprendre ça, c'est l'image qu'on a téléchargée là. On va aller l'ouvrir dans Photoshop, qui devrait normalement toujours être ouvert derrière là sur votre ordinateur. Donc, dans le dossier d'aujourd'hui, je vais demander ici, clic droit, ouvrir avec Photoshop. Donc voilà l'image dans Photoshop. Et on va aller voir, menu image, taille de l'image. Donc on a déjà fait ça tout à l'heure, c'était dans le but de réduire le nombre de pixels de l'image. Mais ici, ce n'est pas le nombre de pixels de l'image que je veux réduire, c'est sa dimension en centimètres. Quand je l'amène dans Illustrator, elle est beaucoup trop grande par rapport à ma page A4 horizontale. Donc je vais aller voir ici dans image taille de l'image, tiens, quelle est sa dimension en centimètres. Et je vois qu'elle fait 93 cm sur 56. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça. Alors, par contre, la définition de l'image, le fait qu'elle soit composée de beaucoup de pixels, ça, je ne vais pas changer. Je vais réduire la taille en centimètres, mais pas réduire le nombre de pixels qui composent l'image. Je veux qu'elle garde toujours sa même qualité de détail. Donc je vais décocher rééchantillonnage. Vous vous souvenez, je vous avais dit tout à l'heure, le rééchantillonnage, c'est le moteur de multiplication et de division des pixels dans les images. Si je le décoche, il n'est plus possible de modifier le nombre de pixels dans l'image. Il va rester à 2658 sur 1614. Par contre, je vais pouvoir modifier le nombre de centimètres ici. Alors, si je veux que ça tienne dans un format A4 horizontal, la largeur doit avoir au maximum 30 cm, donc 29,7 en réalité. Bon, ben écoutez, je vais faire 25, c'est bon. Hein. Et alors, vous voyez ce qui se passe? Alors, ce que vous êtes en train de voir, il y a des infographistes qui sont depuis plusieurs années dans le métier qui n'ont toujours pas compris ce qu'est la résolution par rapport à la taille et la définition d'image. Ces notions-là, c'est super important parce qu'il y a des infographistes qui font des travaux nickel, ils y passent des heures, et au moment où ils veulent sortir ça, l'envoyer pour l'imprimer, ils font des erreurs et ça sort flou finalement. Donc ça sert à quoi de faire un travail nickel pour finalement, parce qu'on n'a pas bien compris ce genre de choses. Donc il faut vraiment vous y intéresser, il faut vraiment que vous compreniez ce qu'est la résolution, les dimensions centimètres, la définition d'image. Alors je suis donc passé à 25 cm de largeur, vous avez vu ce qui s'est passé. J'étais à 72 pixels par pouce de résolution, je suis passé à 270. Donc ça c'est la densité des pixels quand j'imprime. Ben, c'est logique, hein. Puisque j'ai dit que je ne veux pas changer le nombre de pixels de l'image, si je diminue la taille en centimètres, c'est logique que la densité des pixels par pouce, 2,54 cm, hein, c'est normal que ça augmente. Si je disais que l'image, non, elle n'a pas 25 cm, elle en a 200, eh bien je suis passé de 72 à 33. Voilà, c'est comme un élastique. Quand vous tirez sur un élastique, il devient plus grand, mais il n'est pas composé pour autant de plus de matière. Eh bien c'est ça en fait que je suis en train de faire. Si je dis que l'image a 300 cm de largeur, je passe à une résolution de 22. Donc je suis en train de tirer sur l'élastique et la matière de l'image qui sera imprimée sur une certaine distance sur le papier, ça diminue. Voilà. Donc je mets bien 25, voilà. OK. Donc là, aucun calcul de la part de Photoshop parce qu'en fait, il n'a pas modifié les pixels. Je viens juste d'indiquer que cette image, au niveau des centimètres, a une dimension différente quand je l'utilise dans certains logiciels qui font attention à ça. Quels sont les logiciels qui font attention à ça? Illustrator, InDesign. Et ce sont les logiciels qui regardent dans les métadonnées de l'image quelle est la dimension en centimètres à laquelle elle doit être utilisée. Alors là, il suffit que je mette à jour le fichier sur disque dur, menu fichier enregistré. Ah oui, c'est un format JPEG, c'est pas génial, on va l'enregistrer plutôt en format PSD. Il ne faut pas enregistrer du JPEG en JPEG, ça ne fait qu'ajouter des problèmes aux problèmes. Donc tant que j'y suis, oui, ça marcherait en JPEG, mais j'aime autant, par la même occasion, la convertir dans un format de document valable, donc le Photoshop. Format Photoshop tout court, là au-dessus, dans la liste des formats de documents. Et j'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui. Et puis,
dans Illustrator, je vais pouvoir créer un nouveau document, format A4 horizontal. Quand j'importe cette image PSD, elle a 25 cm de largeur directement. Voilà. Voilà. Et si vous aviez énormément d'images à mettre à dimension comme ça, on peut faire dans Photoshop un script qui va le faire pour vous. Je pourrais dire que plein d'images que j'ai récupérées, je les mets toutes à 25 cm de largeur sans changer le nombre de pixels de l'image. Il suffirait de mettre au point un script dans Photoshop. Et comme ça, quand je les utilise dans InDesign ou dans Illustrator, elles sont directement à bonne dimension. Mais on ne va pas le faire ici. Et donc voilà, ce document, je vais l'enregistrer et je vais l'appeler dessin en symétrie, puisque c'est ça qu'on voulait faire. Voilà. Ok. Mais donc, vous voyez, on est en train de faire un exercice sur le dessin en symétrie, mais je suis quand même en train de voir d'autres notions en même temps. C'est logique. Hein. Alors, des images récupérées du web, vous en aurez parfois qui seront à 1 pixel par pouce. Là, je suis de retour dans Photoshop, juste pour vous montrer que vous aurez parfois des images que vous allez télécharger, et elles seront en 1 pixel par pouce. Quand vous allez les utiliser dans Illustrator ou InDesign, dans le cas de cette image, elle aura une taille de 6 mètres 7 sur 4 mètres. Et parfois, ça ne passe même pas dans Illustrator. Quand vous essayez de l'ouvrir dans Illustrator, elle n'arrive pas. Elle est trop grande. Donc, sachez-le, ce n'est pas un problème du tout. Il suffira d'aller dans Image, de l'image dans Photoshop, décocher rééchantillonnage et faire passer ça à 72 ou à autre chose. Ou alors, vous modifiez directement en centimètres, vous mettez la dimension qui vous plaît. Mais ce n'est pas inhabituel des images qui viennent du web de les avoir en 1 pixel par pouce. Ok, donc de retour dans Illustrator. Alors, si vous voulez, c'est l'occasion de le voir aussi, hein, avant de commencer à faire le boulot, si vous voulez que cette image soit parfaitement centrée sur notre page, est-ce que vous avez une solution? Il y a deux solutions. Vous avez les repères commentés. Vous avez certainement remarqué que quand vous déplacez l'image avec la flèche, il y a des lignes vertes qui apparaissent, notamment celle-ci indique que l'image est parfaitement centrée en vertical. Celle-ci indique que l'image est parfaitement centrée en horizontal. Et évidemment, j'ai les deux. Là, centre, voilà. Là, j'ai réussi à parfaitement centrer l'image au centre de ma page A4. Si c'est ce que je voulais, pourquoi pas. C'est donc les repères commentés qui sont activables et désactivables dans le menu affichage, repères commentés. Donc, ils sont normalement d'office enclenchés dans Illustrator. Alors, plus tard, je vous montrerai comment centrer des éléments grâce à la palette alignement, qui permet de faire un centrage par rapport à la page, mais pas seulement. Mais on y reviendra plus tard. Ok. Alors, ici, je voudrais que l'avion soit parfaitement horizontal, parce que je vais en fait dessiner la moitié de l'avion, et je veux que, en même temps, pendant que je dessine, de l'autre côté, je vois le dessin en symétrie. Donc, ça ne va marcher que si mon avion est mis parfaitement horizontal, sinon ça va foirer. Alors, on va tracer un repère. Oui, on va utiliser un repère. Donc, les repères, ça se crée au départ des règles. Alors, les règles, elles ne sont pas là. Si vous faites CTRL-R sur le clavier du PC ou COMMAND-R sur le clavier du Mac, vous avez les règles qui apparaissent. Donc, c'est ce qui correspond à affichage, règles, afficher les règles et masquer les règles. Vous avez donc le raccourci clavier qui est là. OK. Et donc, je vais tirer une règle horizontale. Je positionne le pointeur sur la règle horizontale ici, cliquez, glissez et je tire. Voilà. Et je vais me mettre au centre de l'avion à peu près, voilà, comme ça. OK.
On peut encore la bouger après. Ok, ça marche? Vous avez peut-être remarqué en la bougeant après avec la flèche noire qu'elle cale à un certain moment. C'est le magnétisme. Le repère se cale sur le centre de l'image à un certain moment. Si ça vous dérange, vous pouvez désactiver le magnétisme par le menu affichage et vous avez le magnétisme à désactiver. Ok. Donc la règle horizontale, voilà. Oui, on ne va pas la verrouiller, ça ne sert à rien ici. Et je travaille sur l'image. Maintenant, je clique donc sur l'image et je vais tourner cette image de manière à ce que l'avion soit horizontal. Donc la règle horizontale, là, c'est mon point de référence. C'est pour m'aider à bien mettre l'avion horizontal. Ok. Donc je positionne le pointeur à l'extérieur du cadre qui apparaît là. Voilà. Et ça me permet à un certain moment de tourner. J'ai la double flèche qui permet de tourner. On est d'accord? Si... alors, voyons un peu ça. Ok. Alors, ce sera quand même plus facile avec l'autre outil, l'outil de transformation. Parce que, visiblement, avec la flèche noire, quand je suis quand même assez éloigné de l'image, la double flèche, je ne l'ai pas. Tandis qu'avec l'outil de transformation ici, quand je suis n'importe où en dehors, j'ai quand même la double flèche pour tourner, donc c'est quand même plus cool. Voilà. Bon, il y a d'autres moyens de rendre l'avion bien horizontal. Dans Photoshop, on peut faire des traitements aussi. On est d'accord. Voilà. Donc, il est à peu près horizontal comme ça. On n'est pas en millipoil près. Hein. Voilà. Et en fait, c'est un modèle. Finalement, quand l'illustration s'en fait, cet avion va disparaître. On est d'accord. C'est juste un modèle. Ok. Alors, j'enregistre régulièrement les documents que je crée ici pendant la formation parce qu'en fait, vous allez les récupérer avec les vidéos. Donc, ceux que ça intéresse, vous aurez tous les documents que je suis en train de créer ici, vous allez les récupérer. Et j'enregistre régulièrement sous un autre nom en rajoutant un petit incrément ici, comme ça vous avez la progression dans la création du document. Mais bien entendu, dans la vraie vie, je n'enregistrerai pas aussi régulièrement en changeant le nom. C'est juste parce que ici on est dans la formation et que je veux que vous ayez les différentes progressions sur l'image. Bien, donc après avoir tourné cette image, on va dire que le calque est un modèle. Je vais double-cliquer sur la vignette du calque et je vais dire modèle. Donc ce n'est pas un modèle de document comme on en a parlé tout à l'heure, modèle impression, modèle RVB, etc. Ici, on dit que le calque va servir de modèle pour le dessin, en fait, pour dessiner des vecteurs par-dessus. Voilà. Et donc, résultat, vous avez l'icône ici qui change, ce n'est plus un œil, il est verrouillé et il est affadi. Ok? Donc, à partir de là, le repère horizontal ne me sert plus, je peux... ah oui, évidemment, vu qu'il est sur le calque, pour le supprimer, ça ne va pas être facile, donc je vais demander de masquer les repères, en fait. Ok. Menu affichage, repères, masquer les repères, voilà. Oui, parce que vu qu'il a été créé sur ce calque-là et que je viens de verrouiller le calque, pour arriver à sélectionner le repère et le supprimer, ça va être un peu plus compliqué. Donc j'aime autant demander dans le menu affichage, repères, de masquer les repères en fait. Donc les repères, on en parlera aussi parce qu'il y a différentes choses à dire là-dessus. On verra plus tard qu'on a intérêt à avoir des repères sur des calques qui ne contiennent que des repères. Alors on va évidemment travailler sur un nouveau calque, donc dans la palette des calques, je clique sur le bloc de feuilles pour créer un nouveau calque. Et je vais tracer un repère vertical qui va traverser l'avion. Donc avec les règles, je vais me positionner sur la règle verticale et je tire et je mets le repère de manière à ce qu'il traverse l'avion, comme ceci, voilà. Ok, évidemment, vu que j'ai demandé de masquer les repères, je suis mal barré.
Bon, on va quand même devoir aller supprimer le repère qui est dans le calque ici. C'est pas grave, on va le faire. Vous avez tracé votre repère vertical, mais vous ne le voyez pas. N'en tracez pas plein d'autres, hein, c'est parce qu'on a demandé juste avant de masquer les repères. Donc je vais demander d'afficher les repères à nouveau. Menu affichage, repères, afficher les repères. Voilà, donc j'ai mes deux repères, mais il y a l'horizontal qui m'ennuie quand même. Je voudrais qu'il ne soit pas là pendant que je dessine. Vous voyez où est le problème, hein? Le repère horizontal a été créé sur le calque 1 ici, qui est verrouillé. Donc je vais déverrouiller le calque 1, ouvrir et sélectionner le repère avec la petite cible ici. Où est-ce qu'ils sont verrouillés? Ah, ça c'est ennuyeux. Ah, ils sont verrouillés. Voilà. Il y a deux choses à faire. Menu affichage, repères. Il faut demander qu'ils soient affichés. Et il faut aller décocher et verrouiller les repères. Voilà. Affichage, repères. Il faut demander d'afficher les repères. Et il faut les déverrouiller. Donc ici, ils sont affichés, puisque ça me propose de les masquer. Et ils sont déverrouillés, puisque ça me propose de les verrouiller. Le petit V n'est pas en face. Ok, à partir de là, je peux, avec la flèche noire, aller activer ce repère horizontal, le sélectionner, ou avec la petite cible ici sur le calque, en tout cas d'une manière ou d'une autre, et puis je vais le supprimer, touche suppression sur le clavier, et voilà. Ok, je vais reverrouiller le calque. Bon, voilà, c'était un petit truc, un petit chipotage. En fait, c'est dû au fait que dans Illustrator, comme dans tous les logiciels Adobe d'ailleurs, il y a des anciennes manières de faire qui cohabitent avec des nouvelles. Et donc, menu affichage ici, repères, les verrouiller tous ou les masquer tous, c'est l'ancienne manière de faire. Et aller gérer les repères via la palette des calques, c'est la nouvelle manière de faire. Mais on y reviendra à ça. Ok. Donc, vous avez bien verrouillé le calque modèle. On est en train de travailler sur le calque 2. Mettez la vignette en surbrillance pour indiquer qu'on travaille sur elle. Et on va zoomer. Et on va prendre la plume. Et avec la plume, je vais me mettre à cheval ici sur le repère et mettre un point. Cliquez, voilà. Ok, ça marche. Ensuite, je fais un cliquer-glisser à cet endroit-ci pour créer un point avec une tangente. Voilà. J'enfonce la... Évidemment, ça me pose un petit problème ici. Ça va aller, on va s'en sortir. Est-ce que vous avez réussi à faire ça? Poser un premier point à cheval sur le repère, ensuite faire un cliquer-glisser pour créer un point qui a deux poignées de tangente. À partir de là, je suis censé enfoncer la touche commande du clavier ou la touche contrôle du PC, en fait la touche commande du clavier Mac ou la touche contrôle du clavier PC, et avec la flèche qui apparaît, aller bouger les choses. Ok, ça marche? Sauf que j'ai plusieurs petits problèmes ici qui s'accumulent. Ok, alors, je prends la flèche pour dire que j'arrête la construction du tracé. Touche suppression, je vais le supprimer, une fois, deux fois, voilà. Vous n'avez plus rien. On va aller régler les problèmes. Il y a deux problèmes. Il y a le cadre de sélection qui m'ennuie et il y a le fait que quand j'enfonce la touche commande du clavier Mac ou la touche contrôle du clavier PC, c'est pas la flèche blanche qui arrive, c'est la flèche noire. Ok, vous n'avez plus aucun tracé donc sur le calque, on est d'accord, hein? Bien. Donc, pour ce qui est du cadre de sélection qui apparaît, vous avez vu le rectangle là pendant que je fais le tracé, qui m'ennuie. Ben, je vais dire que je ne veux plus le voir. Menu affichage, je vais dire que je masque le cadre de sélection. Attention, ce n'est pas masquer le contour de sélection, c'est masquer le cadre de sélection. Voilà.
Donc à partir de là, normalement, si je dessine, pendant que je dessine, oui, en effet, je ne vois plus le cadre. Ça, c'est bien. Par contre, j'ai toujours un problème, c'est que si j'enfonce la touche commande du Mac ou la touche contrôle du PC, ce n'est pas la flèche blanche qui arrive, c'est la flèche noire, et ça me pose un petit problème. C'est vrai qu'il y a des touches à enfoncer pour que ce soit la blanche, mais on va régler le problème de manière plus simple. Donc, si vous avez refait un petit tracé ici pour vérifier que votre cadre de sélection n'était plus visible, vous pouvez le supprimer. Donc, on redémarre à nouveau d'un calque sans rien. Alors, en fait, quand j'utilise la plume, le raccourci pour aller activer temporairement la flèche de manière à pouvoir bouger les points pendant que je trace, c'est donc la touche contrôle du PC ou commande du Mac. Et c'est la dernière flèche utilisée qui va être appelée. Donc, bonne idée, juste avant d'aller faire un tracé avec la plume, activer la flèche blanche, puis activer la plume. Voilà. Et à partir de là, quand j'enfoncerai donc la touche commande du Mac ou contrôle du PC, ce sera la flèche blanche qui arrivera. Donc c'est aussi bête que ça. Le raccourci appelle la dernière flèche utilisée. Bien. Alors là, j'y vais, je vais dessiner ça. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde sait comment faire des tracés corrects. Donc, je vais vous montrer la méthode préconisée par Adobe pour faire des tracés corrects. Regardez, vous allez tester après. Je fais un clic pour poser un premier point. Ensuite, là, j'enfonce pas le bouton à souris. Hein. J'ai juste un preview que vous n'avez peut-être pas, vous. Je fais un cliquer-glisser pour faire une petite tangente, comme ceci. Et puis j'enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC. Et cette fois-ci, c'est bien la flèche blanche que j'ai, celle qui me permet de modifier une partie du tracé seulement. Et je vais ajuster la première moitié de tangente comme ceci. Puis je lâche et je vais faire une autre petite tangente ici. Touche commande, je vais ajuster. Voilà. Petit problème de magnétisme quand même. Je vais aller désactiver le magnétisme du point parce que ça bouge un peu trop, donc dans le menu affichage. Voilà. Et alors là, visiblement, j'ai un changement de direction assez radical dans l'avion. On est d'accord, hein? C'est l'aile qui commence là et qui attaque la forme ici du moteur selon un certain angle. Donc je vais casser la tangente. Touche Alt, je prends la tangente et je casse. Et puis je vais continuer ici. Voilà. Je pourrais continuer avec des droites si je veux. Alors, je sais que c'est un peu pelant pour ceux qui connaissent, mais je vais répéter. Je vais répéter tout ça. Je vais supprimer le tracé touche suppression une fois, deux fois sur le clavier. Donc, dans la palette des calques, je n'ai plus rien. Je vais peut-être aller changer un peu l'affichage parce que je pense qu'en rouge, c'est pas génial. Je vais le mettre en vert. Voilà. Donc, je recommence la méthode. J'utilise la flèche blanche juste avant d'aller activer la plume. Je positionne un premier point ici, cliquez, voilà. Ensuite, cliquez, glissez, je fais une petite tangente. Touche commande du Mac ou contrôle du PC, j'ajuste, voilà. La première moitié de tangente que j'ajuste. Ensuite, une petite tangente ici, touche commande, j'ajuste. J'ai toujours un magnétisme, c'est les repères commentés. Donc en fait, moi je vous conseille dans le menu affichage de désactiver les repères commentés. Ils vont vous ennuyer. Ok. Et donc, arrivé à ce stade-ci, touche Alt et je casse la tangente et je continue le travail ici. Ok. Donc, normalement, ce genre de choses, vous devez connaître, mais peut-être que vous avez appris une méthode de création de tracé qui n'est pas celle-là. Ici, c'est la méthode de la micro-tangente. Et c'est celle qui est préconisée par Adobe, parce que ça crée des vraies courbes de Bézier. Et facile à créer, en fait. Bon, n'allez pas plus loin. Quand vous avez créé ce tracé-là, c'est bon. Vous pouvez revenir avec la flèche noire. Vous avez créé un tracé comme ça. C'était juste pour démarrer la chose. Bien. Alors, ce tracé ici,
il n'a actuellement, chez moi en tout cas, aucune couleur de fond et aucune couleur de contour. Donc si je le sélectionne avec la flèche noire, d'une manière ou d'une autre, en cliquant dessus, en faisant un rectangle de sélection pour l'attraper là où il est, ou en ouvrant dans la palette des calques et en cliquant sur la cible ici. En tout cas, voilà, quand je le sélectionne d'une manière ou d'une autre, je vois dans la palette des outils qu'il n'a aucune couleur de fond, aucune couleur de contour. Eh bien, je vais lui mettre une couleur de contour. Voilà, je peux lui mettre du noir, du rouge, ce que je veux, du vert. Le vert ne se voit pas. Bon, je vais lui mettre du noir comme ça. Donc, voilà la situation. Le tracé que vous venez de faire avec la plume n'a aucune couleur de fond, mais il a une couleur de contour noir. C'est exactement ce qu'il nous faut. Bon, Illustrator, c'est pas facile, hein. Vous avez vu, pour arriver à faire un tracé à la plume, il a fallu qu'on aille penser à désactiver les repères commentés, le magnétisme du point. Sinon, pendant qu'on faisait le tracé, on ne savait pas mettre les tracés là où on voulait. Vous avez vu la méthode de création des tracés avec la micro-tangente. Vous avez vu que la touche commande du Mac ou contrôle du PC, elle appelle la dernière flèche utilisée. Donc, pour avoir pensé, avant de commencer le tracé à la plume, il faut avoir pensé à avoir activé avant la flèche blanche. Enfin, il y a quand même plein de choses, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui détestent Illustrator, en fait. C'est parce que ce n'est pas le genre de logiciel qu'on peut attaquer comme ça, facilement. Voilà, vous pouvez éventuellement enregistrer ça pour être sûr de ne pas perdre ça. Comme ça, si vous foirez pour la suite, vous pourrez redémarrer de la version qui est sur le disque dur. Et ici, je vais indiquer que je veux symétriser le tracé. Je veux que pendant que je dessine ici à droite, oui, au fait, j'aurais pu commencer à gauche, hein, c'est la même chose. Hein. Pendant que je dessine à droite, je veux voir en même temps le tracé se créer à gauche. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais l'hélice, on ne s'en occupe pas pour l'instant. On s'occupe que de la carlingue de l'avion, pas l'hélice. Ok, donc vous avez bien votre tracé sélectionné, vous êtes en train de travailler sur lui, il est indiqué ici notamment dans la palette des calques que vous avez un double rond à cet endroit-ci qui vous indique que vous êtes en train de travailler sur ce tracé-là. Eh bien nous allons lui mettre un effet spécial. Donc menu Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Menu Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Donc c'est un effet spécial que je suis allé chercher dans le menu Effet. Oui, parce que vous avez aussi un effet miroir dans le menu Objet, Transformation, Miroir. Mais ça, c'est pas la même chose. Ça va vous générer des vecteurs supplémentaires. Pour ceux qui ne voient pas la différence, je pourrais expliquer. Donc ici, c'est bien dans le menu Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. Alors, je vais cliquer sur OK, parce que je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Et surtout, ne retournez pas dans le menu Effet, Distorsion, Transformation, Transformation. Parce que vous allez mettre un nouvel effet sur le même objet, vous allez multiplier les effets spéciaux et on ne veut pas ça, on veut un seul effet de transformation sur cet objet. D'ailleurs, Illustrator subodore que vous êtes en train de faire une erreur si vous faites ça. Il vous dit, ceci appliquera à une autre instance de l'effet, donc j'annule. Donc, une fois que vous avez cliqué sur OK et que votre effet de transformation a été mis sur l'objet, il est indiqué ici, il y a du gris au centre. Hein. Ça indique donc qu'il y a un effet spécial, il y a un aspect sur cet objet. Évidemment, rien n'a changé puisque je n'ai rien paramétré dans la boîte de transformation. Alors, pour retourner dans la boîte de transformation, je dois aller dans le menu Fenêtre, Aspect. Alors, je sais qu'il y en a plein qui connaissent déjà ça, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas les effets spéciaux dans Illustrator. Et donc, je dois aller dans le menu Fenêtre, Aspect. Et là, je vois que sur cet objet qui est actuellement sélectionné, j'ai un effet de transformation. Et je clique sur le mot transformation. Et ça ouvre la boîte de transformation. Voilà, c'est comme ça qu'on retourne dans l'effet spécial si on a cliqué sur OK. On ne retourne pas dans le menu effet, on n'est pas dans Photoshop, on est dans Illustrator. Quand un effet spécial a été mis sur un objet,
pour le remodifier, je dois y accéder via la palette Aspect. Et la palette Aspect ne me montrera l'effet spécial que si l'objet qui contient l'effet spécial est sélectionné dans la palette des calques, évidemment. Logique. La palette Aspect, c'est une espèce de, on peut considérer que c'est une espèce de mini palette des calques qui concerne l'objet sélectionné. C'est super important. Levez un peu la main, que je vois un peu ceux qui connaissent déjà la palette Aspect, ceux qui ont déjà utilisé la palette Aspect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près la moitié. Ok. Donc c'est vraiment super important la palette Aspect dans Illustrator. C'est une révolution quand c'est apparu. Ok. Donc ici, dans la palette transformation, je vais dire que je vais faire un miroir. Alors miroir sur l'axe quoi? Voyons un peu, je vais cocher la case aperçue. Ben non, c'est pas sur l'axe Y, c'est sur l'axe X. Donc, miroir sur l'axe X, vous cochez la case aperçue et vous devriez voir que votre objet se symétrise. Est-ce que vous voyez ça? Bien. Alors, on récupère la fenêtre transformation. donc, vous avez coché miroir sur l'axe X. En fait, c'est un miroir sur l'axe Y qui a un petit problème de traduction dans la version française de Illustrator. Mais c'est pas grave, on y arrive. Ben oui, c'est un miroir sur l'axe Y ici, l'axe vertical. Bien. Et il faut indiquer où se situe l'axe de symétrie. Actuellement, l'axe de symétrie, il passe par le centre de l'objet. Mais non, je vais dire que l'axe de symétrie doit être à gauche de l'objet. Donc je vais utiliser ici les points de référence. Je dis axe de symétrie à gauche de l'objet. Et là, vous voyez que l'objet se symétrise par là. On est d'accord? Donc, si j'avais commencé à dessiner l'avion par sa gauche au lieu de sa droite, j'aurais dû indiquer que l'axe de symétrie est à droite. Logique, hein? Mais là, j'ai commencé à dessiner la droite de l'avion, donc j'indique que l'axe de symétrie est à gauche de l'objet. Raison pour laquelle je vous ai demandé de dessiner le premier point sur le repère vertical. Ok. Et alors, on a un petit problème encore. C'est que mon tracé noir se transfère à gauche, mais il disparaît de la partie droite. Ben oui, parce que je dois dire que je dois faire une copie. Donc, à la place de 0 ici, vous mettez 1. Attention, pour valider ceci, pour valider les cartouches, vous ne cliquez pas sur la touche entrée sur le clavier parce que ça ferait OK. Vous cliquez sur la touche tabulation. Donc la touche qui est juste à gauche de la lettre A sur le clavier AZERTY. C'est comme ça qu'on valide ce qu'on met dans le cartouche, dans les cartouches dans Illustrator ou les autres logiciels Adobe. Et voilà, à partir de là, mon tracé noir, mon contour noir reste dans la partie de droite et est symétrisé dans la partie de gauche. En fait, il n'y a pas de vecteur dans la partie de gauche, c'est une image du vecteur de droite. Il n'y a pas encore de vecteur à cet endroit-là. Là, je peux cliquer sur OK. OK. Et ce tracé, je vais continuer à le dessiner. Donc, je dois activer la flèche blanche, puis la plume. Il est fort probable que si j'essaye de redessiner ici, en effet, ça n'est pas attaché. Donc, j'annule. CTRL Z sur le PC, Commande Z sur le Mac plusieurs fois. Je dois indiquer, après avoir activé la flèche blanche puis la plume, je dois indiquer que je continue ce tracé-ci. Et pour ça, je dois aller cliquer sur le dernier point, cliquer sans bouger, voilà. À partir de là, sans enfoncer le bouton de la souris, je vais plus loin. Cliquer, glisser, touche commande, ajuster. Voilà. Et j'utilise de temps en temps la barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Si je zoome en arrière, je vais voir que pendant que je suis en train de dessiner à droite, ça dessine en même temps à gauche, ça symétrise. Voilà. Alors ça tombe pas juste. Si vous regardez le bout de l'aile ici, mon tracé symétrisé ne tombe pas juste, mais on s'en fout en fait. Parce que c'est une illustration.
L'avion n'est pas parfaitement face à la caméra dans la photo originale, c'est pour ça. Mais ce qu'on veut, c'est donner une impression. Voilà. Et donc, j'applique la méthode que... Je vais aller en arrière là pour vous montrer. J'applique la méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure. Cliquer, glisser et faire une petite tangente. Touche commande, ajuster. Cliquer, glisser, faire une petite tangente. Touche commande, ajuster. Donc touche contrôle du PC en fait. Hein. Cliquer, glisser, faire une petite tangente. Touche contrôle du PC, ajuster. Voilà, c'est la méthode. Et évidemment, vous pouvez aussi faire des droites quand il y en a. C'est pas interdit. Cliquez tout simplement. Cliquez, voilà. Et alors, je vais continuer le reste de l'avion comme ça. Et alors, touche Alt quand on veut changer de direction rapidement. Donc, notamment ici, touche Alt et casser la tangente et rediriger dans le sens où ça doit aller. Voilà. Ah, là, j'ai cliqué avec la flèche à côté du tracé et j'ai donc interrompu le tracé. Donc je fais CTRL Z, je reclique sur le dernier point, voilà, et j'ajuste. Voilà, bon. Il faudra bouger ça après. Ok, j'interromps le tracé en repassant sur la flèche noire et voilà donc mon avion qui a été dessiné, symétrisé. Si je veux voir ce que ça donne, j'enlève l'œil en face du calque modèle. Donc en face du calque modèle, enfin l'œil, le carré plutôt. Voilà. Et je vois mon avion. Bon, ici, je vais réafficher le calque d'en dessous. Voilà. Donc, si vous n'avez pas terminé le premier tracé, c'est pas grave. Vous faites quand même la suite. Donc, la suite, c'est ceci. Je vais créer un nouveau tracé dans le calque 2. Donc, le calque 2 est en surbrillance comme ceci. Je vais poser un premier point. Alors pour faire quoi? Pour faire par exemple le cockpit ici. Donc regardez, vous allez tester après. Donc d'abord flèche blanche que j'active ici, puis la plume, puis je vais mettre un point ici, voilà. Et évidemment, si je fais un tracé, il ne se symétrise pas. On est d'accord? Bon, je sors de là avec la flèche noire. Donc j'ai ma petite portion de tracé ici que j'ai créée, qui est là, mais qui ne se symétrise pas. Je dois donc mettre un effet spécial de symétrie dessus. Mais j'aime autant aller prendre celui que j'ai déjà fait, l'effet spécial que j'ai déjà fait pour le tracé précédent. J'aime autant le prendre et le déplacer sur mon tracé que je suis en train de faire. Sauf que si je fais ça, ok, mon cockpit est maintenant symétrisé, mais mon reste de l'avion ne l'est plus. Parce que je déplace l'effet spécial. En fait, ce qu'il faut faire, c'est déplacer l'effet spécial, faire une copie. Et donc, touche Alt pendant que je le déplace. Voilà. Et maintenant, j'ai mes deux tracés, celui qui fait tout l'avion et celui qui fait le cockpit, qui sont symétrisés. Et donc, là, je redémarre. Flèche blanche, puis plume, puis je clique là pour indiquer que je continue, puis là, voilà, etc. Voilà. Ok, ça, c'est une chose. Donc je vais redémarrer la même chose pour ceux qui n'auraient pas bien vu. Je vais faire, maintenant je vais repasser à la flèche noire, puis je reprends la flèche blanche, puis la plume. Donc flèche blanche, puis la plume. Je vais faire le moteur ici.
c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait droit, mais c'est pas très grave. On va faire comme on peut ici. Je vais faire ici cette partie-ci en fait. Ok, donc je clique, cliquer, glisser, touche contrôle du PC ou commande du Mac pour ajuster. J'ai donc fait une nouvelle portion tracée, mais cette portion tracée n'a pas de symétrie. Je vais donc avec la touche Alt, déplacer l'effet spécial de symétrie d'un des deux ici, déjà fait, vers le nouveau que je viens de faire. Voilà. Maintenant, il a un effet de symétrie. Je reprends la flèche blanche, la plume, je clique sur le dernier point pour indiquer que je continue de tracer, et je continue de tracer. Et là, je dessine en symétrie. Voilà. Je vous rappelle que c'est une illustration, on n'est pas en train de faire un truc technique, c'est juste une illustration. Donc si c'est pas parfait au niveau technique, c'est pas grave. Donc voilà, 3 tracés symétriques. Ok. Alors pour ce qui est de la queue là-bas qui ne tombe pas juste, je vais aller avec la flèche blanche, travailler sur lui et simplement déplacer en fait. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va déplacer. Donc flèche blanche. J'englobe ici une partie de la queue et puis je vais déplacer les points qui ont été sélectionnés. Voilà, et on va dire que c'est bon comme ça. Moi, je pourrais aussi déplacer ceci. Ou non. Alors, quoi ça ressemble sur original? Oui, c'est plutôt comme ça, donc je vais déplacer ces deux-ci. Comme ça, voilà. Ok. Donc voilà, on s'éloigne un peu du vrai design de l'avion, mais c'est pas très grave ici. Donc vous enregistrez quand vous avez fait ça et on va passer à la suite.